Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour tout le monde, bienvenue. On va encore avoir l'occasion de décortiquer un film ensemble. On a choisi donc aucun autre choix de Park Chan-wook. On trouvait que pour un dimanche de Pâques, c'était assez amusant. Voilà, vous verrez pourquoi. Alors, Park Chan-wook, on l'a découvert, il a fait partie d'un moment où on redécouvrait un peu le cinéma coréen à l'orée des années 2000. On découvrait dans le cinéma coréen d'ailleurs un système protectionniste avec des quotas, etc., qui nous faisait assez penser au système français avec le CNC, etc., toutes les mesures qui ont permis de protéger les cinémas coréens un petit peu de l'invasion américaine, si on peut dire, et d'avoir un vrai cinéma national avec toute une échelle de genre et plein de cinéastes, une vraie culture du cinéma à domicile. Park Chan-wook qui s'est tout de suite fait remarquer pour être une sorte d'enfant terrible du cinéma de genre coréen, des sortes de thrillers ou de films à tension comme ça qui mélangent, qui sont très provocateurs, très sarcastiques, entre la bouffonnerie et l'horreur. Quelqu'un qui prend en charge sur lui à la fois certains excès, une forme d'exagération, une façon d'y aller à fond, qui était assez intéressante. On l'a découvert. Il est il est né en 63. Il a 62 ans aujourd'hui. Il a commencé au début des années 90 des films qu'on n'a pas forcément reçus en France. Et nous, on l'a découvert, comme je vous disais, au début des années 2000. Il y a un film qu'on a découvert par la suite qui était très intéressant, qui s'appelait Joint Security Area, sur un film de tension comme ça, sur la zone tampon entre Corée du Nord et Corée du Sud. Et puis le vrai acte de sa reconnaissance, ça a été la trilogie de la vengeance, comme on l'appelle aujourd'hui, donc avec Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy, qui est le film vraiment qui l'a fait exploser, et puis Lady Vengeance après. Donc des films qui endossaient le schéma de la vengeance pour montrer une société coréenne qui était secouée d'accès de violence, comme ça, une espèce de violence paroxystique qui était à la fois graphique et en même temps, on le comprend, sarcastique, cartoonesque, qui a une dimension un peu de bande dessinée aussi très manifeste, de caricaturiste aussi dans le cinéma de Park Chan-wook, qui ne craint pas le grotesque, l'excès, le trait poussé à bout. Donc préparez-vous, c'est un cinéma un peu costaud. Ceci dit, depuis 2016, je crois, il y a eu un tournant dans son cinéma. C'est plus le cinéaste aussi virulent, provocateur qu'on a connu à un moment, même qui a été très décrié, d'ailleurs, par une certaine cinéphilie, comme une sorte d'enfant terrible un peu qui allait un peu trop loin. Depuis 2016, il s'est un peu assagi, si je peux dire, entre guillemets, avec un film qui s'appelait Mademoiselle. On est entré dans une nouvelle phase de son cinéma où il n'a pas laissé tomber la critique, il n'a pas laissé tomber sa virulence, etc. Mais ça prend des formes un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus calme et néanmoins assez inventive, assez sinueuse, etc. Donc, aucun autre choix qu'on va voir maintenant. C'est un film qu'on peut ranger dans la veine du thriller, très bien, un film de tension, comme on l'a dit. Il est adapté d'un roman américain de Donald Westlake qui s'appelle Le Couperet, The Axe, en version originale, qui avait déjà été adapté par Costa Gavras sous le titre Le Couperet. C'est un film avec José Garcia. Donc on n'est pas du tout avec José Garcia cet après-midi, vous allez voir. Mais c'est un film qui prend pour cadre, et c'est là que ça devient intéressant, le milieu du travail. Milieu du travail tel qu'il est structuré aujourd'hui, avec sa capitalisation, ses voies monopolistiques, ses fusions-acquisitions, comme on les appelle. Vous allez voir que le film part de là. Aucun autre choix
Ça fait résonner avec une formule qu'on connaît bien dans le monde occidental depuis 40 ans. Vous vous rappelez sans doute de la fameuse formule de Margaret Thatcher. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a aucun autre choix. Voilà, donc ça résonne beaucoup comme une sorte de formule clé de ce qu'on a appelé le néolibéralisme qui dirige nos politiques économiques depuis 40 ans maintenant. Et avec ce film, Park Chan-wook va en décortiquer un petit peu la structure à un moment où le capitalisme est en train de muter, de se transformer sous l'apport des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, etc. Et vous allez voir que le héros, je ne vous raconte rien de l'intrigue, vous allez la découvrir, mais il est employé dans un secteur assez archaïque au regard de ce néo-capitalisme, c'est-à-dire l'industrie du papier. Voilà. À partir de là, Park Chan-wook va, en accord avec le roman de Westlake, nous trimballer dans la violence, l'esprit de concurrence, la façon dont le capitalisme met en rivalité les êtres et les manipule comme des pions et les rend quantité disposable et dispensable. Voilà. Donc je vous propose qu'on regarde le film et puis on fait comme d'habitude, hein, on prend un petit moment pour faire une analyse après et puis on en discute tous ensemble. Voilà, bon film, joyeuse Pâques et puis à tout à l'heure. Alors, pour commencer, on a évidemment affaire à une fable et en même temps à une farce. C'est ça qui est très intéressant dans le film, ça va être comment le récit criminel qui nous est raconté l'est fait sous l'angle plutôt de la farce, ce qui irait pas de soi forcément au départ, sauf si on pense évidemment à un des grands modèles, je pense, de Park Chan-wook depuis quelques films, qui est Alfred Hitchcock. On l'avait vu avec son film précédent, Decision to Live, qui est une sorte de remake sud-coréen de Vertigo, hein, Sueur froide, le fameux film d'Hitchcock, où le détective joué par James Stewart courait après une image de femme impossible, et c'est un peu ce motif-là que reprenait Park Chan-wook dans Decision to Live. Et ici, on aurait affaire à une veine hitchcockienne. Ce que Hitchcock a beaucoup fait, c'est-à-dire mêler un espèce d'humour british au récit criminel. Je pense à des films comme Mais qui a tué Harry, etc., où il y a la fibre un peu humoristique d'Hitchcock qui se combinait avec des éléments morbides, criminels, etc. Ici, c'est le cas, mais alors... c'est plus l'humour british, c'est la farce vraiment tonitruante, sarcastique, assez violente qui est exprimée ici avec une fin extrêmement ironique, puisque, comme vous l'avez constaté, cet ingénieur en papeterie, dépositaire d'une tradition ancestrale et d'un artisanat extrêmement raffiné, au moment où son industrie est en voie de compression de personnel sous le coup de l'économie mondiale, est amené à éliminer tous ses concurrents les uns après les autres pour pouvoir conserver son emploi. Mais conserver son emploi à quel prix? C'est qu'il aura traversé une telle mutation du capitalisme lui-même qu'à la fin, il aura conservé son emploi pour travailler tout seul au milieu des machines. Il n'y a plus aucun confrère, collègue à ses côtés. Il est désormais, décidément tout seul dans son entrepôt face à des machines qui font tout. Donc ça, c'est évidemment l'ironie, le sarcasme général de la fable. Mais à ça se mêlent plein d'autres éléments qui sont assez intéressants. Alors, je prends d'abord, et je trouve c'est toujours très significatif, les débuts de film, les premières scènes. On tire beaucoup d'éléments des premières scènes ici, d'autant plus qu'elle est très frappante et elle dessine un peu le sous-texte qui sera celui du film. La première scène, c'est un barbecue en famille dans le jardin de cette maison qui sera un peu le décor central de tout le film, maison de construction de style maison d'architecte, de construction assez composite, briques et béton avec des formes un peu déstructurées comme ça, qui est une maison très stylisée, la maison d'enfance du héros,
qui représente une sorte de modèle de réussite. Bien sûr, pour lui, il y tient. Elle est une image, quoi, une image qui le représente, qui représente la famille et leur statut social. Et toute la première scène de barbecue, de déjeuner en famille est assez idyllique. Elle se déroule au son d'un fameux concerto pour piano de Mozart que vous aurez tous reconnu. C'est le numéro 23. Voilà, j'ai vérifié ça spécialement pour vous aujourd'hui. Voilà, et donc on a une image comme ça unifiée de la famille qui se réunit. C'est le printemps, il y a des flocons, enfin il y a des feuilles d'arbres, des fleurs comme ça qui tombent. Tout est très beau. On se réunit, on forme un groupe homogène, on fait un grand câlin. On est dans une image quasi publicitaire de la famille, qui est aussi un rêve. Voilà, un rêve que se fait sans doute le héros ou le couple de parents et qui renvoie à une forme d'illusion. Et on le voit bien, Park Chan-wook le souligne, à la fois il en profite pour nous promener dans le décor extérieur de cette maison, pour nous présenter les membres de cette famille qui seront bien sûr parmi les personnages principaux, et il nous donne le signe que tout cela est assez artificiel, que tout cela est en plastique, en carton, enfin, faut dire en carton, alors bon, voilà, je ne fais pas de mauvaises métaphores, mais il nous l'indique à la fois par le côté idyllique de ce qu'il montre, et en même temps le ciel qui devient de plus en plus violacé, crépusculaire, quelque chose d'étrange, d'éteint sur ce tableau qui, on le voit bien, est petit à petit une sorte de fantasme. Donc il y aura deux aspects du film, c'est ce que pose un petit peu la première scène. Il y aura l'aspect du monde du travail qui est en train de changer, qui est un visage du capitalisme et de ce monde du travail. Bon. Et puis derrière ça, il y a un autre sujet qui est celui de la famille, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'une famille ? Quelle est l'image idéale qu'une famille veut renvoyer ? Quelle est cette image idéale qu'on essaie de construire du foyer, de la réussite, d'une famille bien sous tout rapport, en quelque sorte, qui est une sorte d'image, de fantasme. Et puis, quelle est la réalité de la famille ? Comment ça se passe derrière ? Et cet autre visage plus en profondeur est aussi une des choses qu'aborde le film. Et de façon assez intéressante, puisque on verra au fur et à mesure où les scènes se suivent, s'enchaînent, que sous cette image idéale, il y a bien sûr des choses beaucoup plus troubles, beaucoup plus inavouées, une sorte de complicité, du silence, des non-dits, la petite fille qui ne prononce pas un mot, la mère qui est de plus en plus complice, qui a conscience des crimes, qui découvre de fait les crimes que commet le père et qui accepte de le couvrir ou de n'en rien dire, d'accepter le statut qu'il essaie de construire et maintenir ce statut important de la famille, ou cette image qu'on renvoie à l'extérieur. Ça vaut bien un peu toutes les compromissions possibles, et c'est ce qui va aussi le fils un peu délinquant qui va voler des iPhones avec son copain, etc. Il y a plein de turpitudes, quoi, grosso modo, qui sont soulevées, et on découvre que ce décor initial, cette scène initiale originelle, on la fait mentir de plus en plus, quoi, voilà, et sous cette image un peu publicitaire se cache beaucoup de turpitude. Bon, alors on va voir cet aspect plutôt du travail. Enfin, ce qui est intéressant dans ce que montre le film, donc suite au licenciement de ce personnage, parce que son entreprise a été rachetée par des Américains, et qu'on applique une pression sur le personnel, parce qu'on entre dans un monde où, de fait, on se passe de plus en plus de personnel humain, et que, l'entreprise du papier, devient un peu somptuaire, un petit peu... un petit peu minorisé en des temps où le numérique gagne du terrain.
Alors, ce qui va être intéressant, c'est de montrer comment le personnage cherche un emploi, cherche activement un emploi. Et donc, bon, déjà de montrer l'obsolescence de tout un chacun dans ce système du travail, obsolescence des employés qui ne sont que de la ressource humaine, comme on dit, stricte équivalence sur le marché du travail de ces personnes qui cherchent un emploi, concurrence généralisée entre tous, et puis surtout cette espèce d'idéologie de la réussite, cette espèce d'idéologie qui s'attache évidemment à la recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut se vendre. Il faut offrir une image de soi, il faut adopter des slogans, et c'est ce que le film nous montre, d'abord dans cette espèce de stage là où on les réunit en cercle et on leur inculque des espèces de slogans, de comportements, des espèces de tics où ils se tapent la tempe, etc. pour se conformer à cette espèce d'esprit de réussite, de se considérer soi-même comme une marchandise, grosso modo. Hein. Ça, là-dessus, la métaphore est assez évidente. Et le film, va naturellement monter d'un cran, monter d'un niveau quand il s'agit de transformer cette espèce d'idéologie où tout le monde est remplaçable, où tout le monde est disposable en quelque sorte, où tout le monde est concurrent, parfois très sauvagement, très violemment, par un système de meurtre, d'élimination, on a bien vu comment ça se passait. Au niveau de la mise en scène, Park Chan-wook est un cinéaste assez débridé qui formellement essaye quasiment d'exercer une idée par plan, de toujours renouveler la mise en scène, d'avoir comme ça un espèce de dynamisme de ses plans avec un côté parfois un peu croquis, comme ça on a l'impression que il y a un petit côté dessiné, il appuie, il pousse le trait, et il y a notamment une figure qui revient beaucoup dès le début du film et qui correspond un petit peu à cette hiérarchisation des êtres dans une société donnée, dans une société capitaliste. C'est le déséquilibre induit par le système de plongée contre plongée. C'est-à-dire que la caméra est souvent très, très inclinée, soit vers le bas, soit vers le haut. Je pense notamment à la scène où il est prêt à renverser un pot sur la tête d'un manager d'une autre société pour pouvoir le remplacer. Mais il y aurait plein d'exemples de ça, ne serait-ce que dans la façon dont il filme la maison centrale, la maison de la famille, tout en dénivelé, du haut vers le bas, avec des plans en grue, comme ça, où on n'arrête pas d'affronter un axe vertical qui est cet axe vertical de la société, cet ordre aussi qu'on peut monter, descendre, etc. Et le film joue beaucoup là-dessus, sur ce sentiment d'un vertige, d'un haut, d'un bas. Les êtres sont toujours plus hauts, plus bas que l'autre. On est toujours en train de se comparer, d'être, en effet, en concurrence, et donc voir qui est en haut, qui est en bas. C'est une des belles questions que traite la mise en scène, justement, je trouve. Alors, avec bien sûr ce registre de la farce, de la comédie, qui est évidemment omniprésent au cours du film, qui va loin, c'est assez trivial, on joue sur tout ce que le corps peut sécréter de possible. Il y a une bouffonnerie qui est évidemment goûtée avec gourmandise par le cinéaste, il s'y adonne avec un certain plaisir. Surtout cette farce, je dis farce parce que la farce c'est trivial, on pousse à l'excès, on va loin, on joue avec le corps, etc. La farce, c'est évidemment celle de celui qui va s'improviser tueur alors qu'il a certainement d'autres compétences tout à fait évidentes dans le milieu du papier, mais tuer, c'est pas si facile. Et évidemment, cette entreprise va être sans cesse contrecarrée, bloquée, bousculée par les circonstances, évidemment. C'est notamment toute la scène du premier meurtre qui est assez étonnante. Il va essayer d'éliminer son premier concurrent. Avant cela, il organise
une petite annonce de recrutement bidon, hein, justement, pour classer un petit peu, voir qui est en concurrence avec lui sur le marché du travail. Et cette première scène de meurtre, elle se mêle avec plein d'autres choses, une situation d'adultère, etc. La musique, elle est filmée comme ça avec la musique si fort que les dialogues s'en retrouvent amenuisés. C'est une idée de mise en scène assez intéressante, mais surtout, le meurtre ne se passe pas comme il devrait se passer. Il est très bousculé. Le personnage est évidemment maladroit. Il n'a absolument pas l'initiative sur aucun de ses mouvements. C'est plutôt la femme de la victime qui prend en charge, qui prend en main le pistolet, etc. Enfin voilà, c'est tout ça pour dire que la comédie est une sorte de bouffonnerie de l'assassinat en quelque sorte. Un personnage très peu compétent pour le faire, mais qui va se durcir de plus en plus, qui va devenir à chaque fois un peu plus machiavélique, un peu plus organisateur, metteur en scène en quelque sorte. C'est un personnage qui développe un plan de carrière, un plan pour pouvoir s'en sortir, un plan de retour à l'emploi. Et ce plan résonne évidemment avec la façon dont la mise en scène elle-même élabore des plans, avec, c'est ce que je disais, cette espèce de furie de Park Chan-wook, de trouver toujours des plans originaux, toujours des façons nouvelles de filmer, toujours des rebondissements. Le film est vraiment en zigzag. Et je le disais, on peut prendre la première scène de meurtre pour exemple, mais aussi toutes celles qui suivent ou toutes celles qui sont auparavant. Une scène pour Park Chan-wook, c'est toujours mélanger plusieurs enjeux. Il y a toujours des trajectoires qui se percutent, des personnages qui rentrent tous en ligne de compte. Il y a différents motifs qui se contrarient en permanence, et c'est pour ça que la question d'un adultère vient bouffonnement se mêler à celle du premier meurtre, et tout est comme ça. C'est une espèce de centrifugeuse permanente, une machine à surprise en quelque sorte. Ça, c'est très lié au cinéma populaire coréen, qui est beaucoup comme ça. Une façon qu'ont les genres, ici le genre criminel, on pourrait dire, d'essayer toujours de surprendre le spectateur, qui sont un peu des boîtes à surprises très hybrides, où il y a, où tout est très chargé, on pourrait dire, sans y mettre un sens péjoratif, mais avec beaucoup de sortes de feux d'artifice permanents, quoi. Donc, on a parlé que derrière ça, évidemment, derrière ce cheminement criminel, se dégage la question de la famille. Elle est traitée pour montrer ses turpitudes, on l'a dit, mais il y a évidemment une suite de portraits qui s'organisent à travers ça, la mère, les enfants, et plus on avance dans le film, plus on a le fonctionnement de cette famille, plus on voit à quel point la maison est aussi une sorte de prison, de forteresse qui les emprisonne tous, qui les maintiennent dans des liens assez conventionnels. Et le film là-dessus fait aussi ressortir des éléments de satire. Quand la mère retire son soutien-gorge pour pouvoir évidemment séduire le père, ami de l'autre famille, suite au vol de téléphone dans sa boutique, etc. Enfin, tout est stratégie, tout est... on n'arrête pas d'essayer de s'arnaquer, de s'escroquer, se mentir, y compris la visite. C'est aussi une scène assez marrante quand justement ce couple d'amis vient visiter la maison pour potentiellement l'acheter, avec ce jeu d'humiliation qu'il y a entre les deux couples. C'est assez drôle et assez pervers aussi. Enfin tout est toujours assez complexe dans la façon dont c'est dessiné. Et j'en viens à ce qui pour moi est à la fois, ce que j'ai dit là est pour moi à mettre au crédit du film, et j'aurais aussi un élément de critique à faire entendre aussi. Je l'avance, et vous pourrez très bien le contester par la suite, bien sûr, c'est vraiment pour participer au débat, mais je dirais que pour moi le film a aussi cette petite limite, peut-être qu'il charge un peu trop la barque, dans le sens où on voit bien qu'on est à l'ère aujourd'hui où la fiction a traversé un certain nombre de crises, le cinéma aussi d'ailleurs, il n'est plus un modèle tout à fait dominant dans le régime général de la fiction. Il y a un autre concurrent
pour parler dans des termes entrepreneuriaux, encore une fois, qui est arrivé dans le champ de la fiction, qui est là depuis longtemps, mais qui a pris depuis une importance considérable. C'est la série, et puis qui s'est développée encore plus considérablement avec les plateformes, Netflix, etc. Netflix est d'ailleurs cité dans le film, à mon avis, c'est pas complètement anodin. Les spectateurs, le gros des spectateurs, a aujourd'hui intégré les narrations sérielles, le côté feuilletonnant et toujours rebondissant de ces nouvelles narrations, de ces nouvelles fictions sérielles. Et le cinéma est obligé de répondre, et je vois évidemment aucun autre choix, et même pas mal des derniers films de Park Chan-wook, comme une façon d'intégrer cette nouveauté, c'est-à-dire que la fiction, elle est plus aussi limpide qu'auparavant, on ne surprend plus le spectateur avec les mêmes choses, et il faut évidemment toujours créer de la surprise, toujours créer des ruptures de ton, toujours créer de l'inattendu au cœur des scènes pour pouvoir aujourd'hui garder un peu l'attention du spectateur. Et je trouve qu'ici, Park Chan-wook le fait à un point où des fois ça en devient peut-être un peu trop. Il y a beaucoup de rebondissements dans le film. Était-il vraiment besoin de caler un entonnoir dans le gosier du dernier personnage pour l'éliminer? On sent bien que parfois ça patine beaucoup pour essayer de pousser la scène plus loin, pour essayer de l'emmener vers un truc qu'on n'aurait pas attendu. De même dans l'échange de qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que les autres savent, qu'est-ce qu'ils ont vu de moi, de quoi est-ce qu'ils se doutent, etc. Voilà, le film patine beaucoup aussi, je trouve. Et puis, il y a des fois... alors, je mets tout à fait au crédit l'idée d'inventer des plans, de trouver des points de vue inédits, de créer des angles de prise de vue auxquels on ne s'attendait pas. Mais est-ce qu'il y a besoin de filmer du fond d'un verre de bière? Est-ce qu'il y a besoin vraiment, des fois, d'avoir l'angle du poisson mort sur le barbecue pour pouvoir saisir le visage d'un personnage? Enfin, voilà, il y a des fois quelque chose d'un peu... Oui, ou le chien, etc. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est beaucoup. On a l'impression que presque Park Chan-wook s'épuise à trouver des rebondissements, des angles intéressants, etc. Et que le film aurait peut-être bénéficié d'une ligne un peu plus directe. Parfois, on se dit, oui, alors, il fait beaucoup de virages, beaucoup de sinuosités, etc. Est-ce que des fois, un tir un peu plus direct n'aurait pas été préférable? Bon, c'est une question que je pose. J'ai pas vraiment de réponse très tranchée là-dessus. Et par contre, en revanche, bon, c'est vrai que le film est un peu dans la surcharge, mais je trouve la fin très étonnante, très belle, avec cet homme qui s'est démené comme un beau diable pour trouver un emploi, et puis qui à la fin se retrouve tout seul au milieu des machines. Bon, là, il y a quelque chose de cruel, de satirique et d'assez évident qui revient. Voilà, je ne veux pas vous écraser sous... Je suis très bavard, comme vous le savez, donc voilà. Donc vient le moment où je me retourne vers vous. Peut-être que vous êtes d'accord avec moi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous avez envie de dire des choses. Donc c'est le moment, n'hésitez pas. Jean-Paul a le micro. Ouais, je te passe juste à faire une remarque avant de passer la parole. Juste, je suis d'accord à peu près avec tout ce que tu as dit sur le fait que effectivement le film passe beaucoup. Enfin, l'intrigue est pas si compliquée en fait à la base, et je crois il doit durer plus de 2 heures. J'ai pas regardé. Enfin, c'est beaucoup. Il y a beaucoup effectivement de rebondissements un peu inutiles et qui perdent leur effet du coup. Ouais. Et aussi au niveau comme tu dis, de la mise en scène, en tout cas beaucoup d'effets en fait qui font penser un peu à de la BD des fois. Tu as cité les verres de bière, enfin le chien qui court, enfin tous ces trucs là, et puis aussi des effets un peu de surimpression assez gratuits en fait, qui font un peu bande dessinée, ouais, dont on comprend pas très bien mais en fait la nécessité. Et je me disais que par rapport quand même à la critique du système capitaliste, quoi. Enfin bon, pour faire court, je trouve que Bong Joon-ho était quand même plus fort en fait, et ouais, il m'a semblé, parce que dans ses derniers films il y avait quand même eu Parasite, c'est ça, et on avait parlé ici du dernier, bon, j'ai oublié, Mickey 17, voilà, ça, ouais. Ouais. Et voilà, j'ai l'impression qu'il était plus fort en étant
plus simple, plus direct. Je sais pas comment. Voilà, j'ai l'impression. Mais... Ouais, tout à fait. Mais je crois que Bong Joon-ho, pour ceux qui le connaissent, on avait en effet présenté Mickey 17 ici, est plus énervé, plus critique, plus radical dans un sens, je dirais, politiquement, par rapport à Park Chan-wook, qui a toujours été plutôt oui, je disais un enfant terrible tout à l'heure. Bon, voilà, il a toujours eu un petit côté sarcastique, rigolard, etc., un peu bouffon, en fait, qui ne pousse pas la critique forcément très loin. Et bon, alors ici, moi, je la trouve intéressante, mais on pourrait presque dire, en effet, que c'est une critique du monde du travail qui est très liée au moment où le roman est sorti de Donald Westlake, c'est-à-dire fin des années 90, quoi. Oui, puis... au fond, on a un peu l'impression qu'il s'en fout un petit peu de ça. Enfin, c'est pas vraiment le fond du film. Il a besoin de s'amuser autour de ça, mais que ce qu'il a à dire sur l'état de la société ou de ce système-là, comme tu dis, c'est presque un peu dépassé. Et puis, j'ai pas l'impression qu'il a une conviction très forte, alors que quand on voit Parasite de Bong Joon-ho, bon, quand même, j'ai l'impression que c'est... Oui, Parasite était plus touchait plus juste, et peut-être que là où je trouve quand même aucun autre choix intéressant, c'est quand par exemple il filme Instagram. C'est-à-dire ce qui est obligé de faire ce manager de la papeterie Moon, là, vous voyez, le dernier qui va éliminer, qui est quand même, on le comprend, un type très malheureux dans le fond, qui se montre sur ses vidéos Instagram de manière idyllique, comme ça, retour à la campagne, je coupe du bois, j'ai ma maison et tout. Et donc c'est intéressant ce côté entre l'image qui se donne sur les réseaux et le pauvre type qui est tout seul en fait, dont la femme est restée à la ville, qui est prêt à s'enivrer tous les soirs parce qu'il est un peu désespéré. Et surtout, on comprend qu'il est obligé de faire ces vidéos parce que c'est ses patrons qui le lui demandent, quoi. Donc il y a quand même des... Voilà, je disais, oui, c'est une critique du monde du travail qui est un peu... Bon, c'était celle de ressources humaines, de Laurent Canté. Enfin, on voit bien un petit peu à quoi ça correspond, mais il l'adapte quand même un petit peu au goût du jour avec cette question des réseaux, puis les machines, enfin l'intelligence artificielle à la fin, quoi. On voit que voilà, il a un peu travaillé ça, mais c'est vrai que c'est pas l'élément politique qui est le plus fort dans le film. Enfin, voilà, c'est plutôt comment il va jouer à partir de ça en termes de récit et de mise en scène. Oui. Oui, surtout que je trouve que le message global du film est assez finalement simpliste sur la vision, on va dire simple, en tout cas sur la critique du monde capitaliste. Et c'est marrant parce que la comparaison avec Bong Joon-ho, je la trouve intéressante parce que je trouve que Bong Joon-ho va encore plus loin et encore plus exagéré, mais bizarrement, ça jure beaucoup moins que dans ce film. Je trouve que là, je sais pas, c'est soit trop long, soit pas assez exagéré, je sais pas, mais il y a une sorte d'entre-deux tons qui fonctionne pas trop. Ou pareil, moi pendant tout le film j'ai aussi pensé au mal n'existe pas. Le mal n'existe pas. Ah ouais, mais pas dans le côté de la critique du capitalisme, mais là dans comment l'homme modifie la nature et tout ça. Et je trouve, et là je trouve que je sais pas, j'avais vu d'autres films du coup de Park Chan-wook, d'ailleurs le plus récent que j'ai vu, le dernier que j'ai vu, c'était assez ancien, c'était Sympathy for Mr. Vengeance, qui est d'une violence, d'une cruauté, mais au moins qui y allait, quoi. Qui allait plus, même s'il m'a vraiment dérangé et tout ça. Là, que j'avais pas vu de film récent de Park Chan-wook, et je sais pas, j'ai été un peu déçu. Enfin, j'étais plus d'accord avec les côtés critiques que vous développiez. Voilà. Et puis oui, pareil, cette surabondance d'effets dans les plans. Je me disais, mais ah bon, encore un nouveau truc. Oui, la caméra embarquée du chien à la fin pour juste 1 seconde et demie, puis ensuite. On a du mal un peu à suivre. Donc oui, je suis resté un peu, même si en effet la fin elle est très belle et tout. Et puis pareil, je sais pas du tout, je dis plein de choses, pardon, mais pareil, on parlait tout à l'heure là du cinéma coréen, qui avait un cinéma populaire. Moi, je n'ai aucune idée de j'imagine qu'il y a autant de cinéma qu'il y a de réalisateurs, hein, je ne sais pas. Mais je me demandais vraiment si ce film s'intégrait dans cette mouvance-là de cinéma populaire, ou si... Enfin, voilà, j'arrivais pas à savoir dans quoi il s'inscrivait. Si je devais le voir comme justement quelque chose d'assez peu
je trouvais qu'il n'était pas très fin en fait par rapport à d'autres choses que j'ai vues de lui, et je savais pas s'il s'intégrait juste dans un style qui est un peu moins fin, il faut que je le prenne comme ça, comme juste plus un divertissement qu'autre chose, parce que sinon s'il est censé aller plus loin, moi ça m'a plus donné envie de voir le film Le Couperet en fait. Je l'ai pas encore vu et ça m'a donné très envie de voir ce que Gavras a fait de cette histoire avec José Garcia, qui doit être terrifiant là-dedans. Enfin. Ce serait marrant de comparer. Moi, j'ai pas vu Le Couperet, donc je serais incapable de le faire. Mais la comparaison. Oui. Non, mais c'est bon. Je vois, c'est toujours intéressant de comparer des films qui viennent d'un même roman. Oui, alors dans quoi s'inscrit le cinéma de Park Chan-wook, je dirais à la base, c'est le cinéma de genre coréen, cinéma de genre qui mêle un peu le polar, l'horreur, le thriller, etc. Bon, c'était toute sa trilogie de la vengeance qui en effet allait beaucoup plus loin dans la violence. Donc il est né là-dedans. Ce cinéma de genre coréen, il est connu pour être, et apprécié généralement pour être très excessif, n'avoir pas peur de l'exagération, du grotesque. C'est des films qui en mettent beaucoup. Ça, c'est un trait commun à ce cinéma populaire coréen. Je dis de genre parce que voilà, il y a plusieurs types de récits, polar, thriller. The Strangers aussi. Enfin, moi, c'était voilà. Ouais, exactement. Et donc, c'est un cinéma qui va toujours très loin, qui est parfois un peu dans le pathos, un peu dans l'exagération et tout. Et c'est aussi pour ça des fois, il invente des trucs assez fous. Et puis Park Chan-wook, il a commencé là-dedans, clairement, et puis il est devenu un cinéaste représenté dans les festivals internationaux, à Cannes, à Venise. Ce film-là a été à la Mostra de Venise. Il a acquis un statut un peu différent. Il a récolté des prix. Je ne saurais pas exactement vous citer lesquels, mais voilà, il est devenu un cinéaste coté, un cinéaste en vue et très représenté dans les grands festivals internationaux. Celui-là a été en compétition à la Mostra de Venise. Il est en compétition à Cannes. Voilà, il est devenu un auteur. Et donc, on n'est plus exactement dans le cas. Il vient du genre, il en garde quelque chose, mais à ça, c'est ajouté une ambition aussi de penser un peu le contemporain, de penser un peu la société, d'amener du discours, quoi, grosso modo. Et donc, on a très bien vu la mue s'opérer, je dirais, vers 2015-2016. Je citais le film Mademoiselle comme un moment de bascule, clairement, où là, il était devenu un auteur affirmé, connu en Corée, hein, bien sûr, toujours auprès du grand public, mais voilà, avec ce statut festivalier particulier. Il a même tourné un film aux États-Unis, Stalker, je ne sais plus exactement en quelle année, il n'y a pas très longtemps. Bon, voilà. 2014, je crois, un truc comme ça. Oui, un truc comme ça. Donc, il a fait une série, pareil, série aux États-Unis, si je me trompe pas. Donc, vous voyez, voilà, c'est un petit peu l'évolution. Et alors, on peut évidemment peut-être regretter le Park Chan-wook des débuts, qui était c'était vraiment très violent et ça allait loin. C'était comparable à du Tarantino, si on veut bien, etc. Ou alors on a le Park Chan-wook d'aujourd'hui qu'on vient de voir là, qui essaye un petit peu plus d'amener du discours, etc. Mais dont on sent aussi que la question de la relation au public est importante. Il essaie toujours de faire des films populaires en quelque sorte. Et je dirais que ça se voit au niveau de la narration. Voilà, l'élément narratif est important pour lui, c'est très scénarisé, c'est très storyboardé, peut-être un peu trop, moi je trouve aussi, sans doute un peu trop, parce qu'il y a vraiment une surcharge narrative qui fait qu'au bout d'un moment, on a envie de dire, bon, coupe 2 ou 3 rebondissements, c'est pas grave, voilà, le récit s'en sortira d'autant mieux. Mais voilà, oui, en effet, il y a je pense que toutes ces dimensions... ces dimensions s'additionnent et c'était pour retracer ce parcours d'un cinéaste qui a commencé dans le genre pur, avec le côté défouloir et cathartique que ça peut avoir, et puis qui aujourd'hui est monté en grade dans les festivals. Et donc voilà, il y a ce côté pensée qui s'est ajouté à ça. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve aussi, sauf si quelqu'un de parler. N'hésitez pas, hein, si vous voulez dire un truc. Hein. Mais sinon, je trouve aussi, par contre, que c'était intéressant la critique plus. Alors, je sais pas si. Je sais pas si d'autres personnes auront aussi senti ça, mais oui, la critique de ce que l'homme de la famille doit prendre comme charge sur lui, et la critique de ça, de lui qui doit absolument rien montrer, rien, tout ça, absolument trouver un autre travail, et puis
la femme qui ne l'aide pas trop là-dedans. Et puis bien sûr, ça va avec le portrait de la famille idyllique au début. Je trouve que cet aspect-là était intéressant, le fait qu'il aille très loin, qu'il ne soit pas questionné, vraiment le fait qu'il soit à ce point jaloux, à ce point... Enfin, ça, j'ai trouvé ça quand même plus intéressant que le message final que je trouve un peu bateau de la machine remplace l'homme. Oui, voilà. Mais voilà, c'était juste le truc en plus que je voulais. C'est des éléments de satire, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est une satire du conformisme. Familial, domestique, avec les cours de tennis, les cours de musique. Bon, alors, il se trouve que la petite est une sorte de génie HPI, je sais pas comment on dit, voilà, elle est exceptionnelle, bon d'accord. Mais voilà, on sent bien que toutes ces activités que fait la famille, qu'elle doit couper petit à petit pour rétablir un train de vie un peu plus modeste, sont de pure représentation, quoi. Les cours de danse entre le mari et la femme, etc. Enfin, il y a une espèce de satire du conformisme qui fait toujours plaisir. Il s'en donne à cœur joie, et c'est ce qui est le plus drôle dans le film aussi. Peut-être plus que, moi je dirais, la veine vraiment grotesque. Quand on rentre dans les flatulences ou les trucs d'adultère un peu bouffons, etc., où là, c'est vraiment beaucoup, c'est peut-être un peu épais, mais il y a des trucs très drôles, je trouve, justement, sur cette famille qui accède à la bourgeoisie, quoi, grosso modo, et qui n'en vient pas, c'est ce qu'on comprend, grosso modo. Enfin, lui, il a fait plutôt un bon mariage. Puis il s'est formé sur le tas, etc. Mais voilà, oui, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus amusant, en effet. Moi, j'avais pas l'impression que le réalisateur voulait particulièrement critiquer la société, enfin l'évolution libérale de la société. En revanche, et je trouve que c'est aussi dans le titre, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'autre choix pour rien. Il adore les arbres. C'est un passionné de bonsaï. Il connaît toutes les espèces. Dès qu'il a l'occasion, il plante quelque chose dans son jardin. Et à côté de ça, il travaille dans l'industrie qui détruit les arbres. Enfin, il fait de la danse parce qu'effectivement, c'est certainement un critère. Je ne connais pas la société sud-coréenne, mais c'est certainement un critère d'intégration sociale au niveau d'une certaine catégorie. Mais à côté de ça, ils font des barbecues qu'entre eux. Quand vous dites avec ses amis, ils ne sont pas amis. Ceux qui viennent pour acheter la maison, ils se côtoient. Mais ils ne sont pas amis, ils n'ont aucun lien amicaux. Enfin, moi, je trouve que justement, ils n'ont pas d'autre choix dans rien. Ouais, c'est la phrase, c'est le leitmotiv qui résonne plusieurs fois dans le film, qui est lâché par le patron américain, puis qui est repris ensuite par le personnage. C'est marrant parce que c'est dit par le patron américain, et on voit bien que c'est cette logique-là économique que le personnage s'approprie pour en faire une logique criminelle meurtrière, quoi. Pas d'autre choix, ça veut dire c'est l'élimination, quoi. Grosso modo, j'ai pas d'autre choix que d'éliminer mes concurrents, etc. Il prend presque au sérieux cette idéologie sous-jacente de l'économie, en tout cas de ce patron américain qui a racheté la boîte. Et oui, alors le cours de danse, je crois que le cours de danse, c'est une représentation que se donne le couple, quoi, hein, comme mais c'est très occidental, je trouve, justement. Et d'ailleurs, ils ont des modèles occidentaux. Ils se déguisent comme Pocahontas, le dessin animé américain. Et c'est aussi, il y a aussi un truc sur l'occidentalisation du modèle, etc. C'est aussi pointé par le film. Et oui, est-ce qu'il est, c'est ce qu'on a dit, il est pas vraiment. Il est politique un peu en surface comme ça parce que ça permet la satire et tout, mais peut-être pas tant que ça dans le fond. Ce qui compte, c'est plutôt justement la bouffonnerie, la surprise, cette espèce de farce du personnage qui n'arrive pas à tenir un pistolet, qui met 4 gants parce qu'il veut couvrir il veut en faire une sorte de silencieux très artisanal. Il n'arrête pas de se casser la figure dans la forêt pendant qu'il fait son exercice de filature là avec ses lunettes. Il n'arrive pas à tenir en place. C'est très marrant. Il y a un moment où il roule derrière la femme du deuxième foyer là.
il tombe, il se fait mordre par le serpent et tout. Voilà, il est très maladroit, etc. Il est joué par une superstar en Corée. Je suis incapable de citer le nom de l'acteur, mais c'est un acteur très connu qui est... Et donc Park Chan-wook tourne avec des acteurs très bankable, comme on dit aujourd'hui. Et voilà, mais oui, en effet, c'est peut-être pas... le film est un mélange de beaucoup de choses. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a le côté bouffonnerie, mais à la base quand même, d'abord c'est tiré d'un livre américain que j'ai lu en fait. J'ai vu aussi le coup près, l'adaptation. C'est intéressant parce que moi je l'ai pas lu et je suis. Et donc c'est effectivement, c'est vrai, c'est un livre d'une autre époque, mais qui parle quand même effectivement de tout ce côté entreprise. Ouais. Et très clairement la loi du fric qui démolit quand même Lévy. L'adaptation avait été faite par Costa Gavras, cinéaste politique, on va le dire. Park Chan-wook, c'est aussi une sorte de Costa Gavras coréen. Il est très engagé dans le parti le plus à gauche de Corée du Sud, quand même. Donc et comme beaucoup, effectivement, il a commencé en faisant des films qui sont plutôt des thrillers ou des policiers. Le nombre d'écrivains ou réalisateurs qui, effectivement, se sont mis au polar avant de faire des films politiques, Boisset et compagnie. Et aujourd'hui, on le voit, il est un peu banalisé sur le côté, son message politique, parce qu'on a beaucoup de films aujourd'hui qui s'inscrivent et qui parlent, c'est récent, du monde de l'entreprise avec le côté politique aujourd'hui. D'ailleurs, dans le coup près avec José Garcia, c'est le premier rôle sérieux de Garcia, à ma connaissance, et il n'y en a pas eu beaucoup derrière. On y trouvait Olivier Gourmet, qui est quand même un habitué, comme Vincent Lindon, du cinéma le plus politisé et proche, effectivement, et parlant du milieu de l'entreprise aujourd'hui. Donc il y a quand même cet aspect-là dans le film. Mais effectivement, c'est vrai que moi j'ai été étonné par le côté farce, notamment du premier meurtre, quand la traque. C'est vrai que le personnage, oui, effectivement, est ridicule. Et maintenant, José Garcia, dans le premier film, et le personnage du premier, c'est un gars qui est pas... c'est un type qui a un cadre d'entreprise, qui est dans la merde, et qui se met à... un petit peu comme dans le bouquin Cadre Noir, si vous voulez, effectivement, de le mettre, ou l'adaptation télé qui a été faite avec Cantona, qui n'est pas du tout le personnage du bouquin d'ailleurs, mais on finit par s'y faire, qui est un type qui est en fait ballotté, puis il vient pris dans un truc violent, de tuer des gens, d'en kidnapper dans l'autre. Et oui, il y a un côté farce dans celui-là, qu'on ne trouve pas forcément dans des films un petit peu, on va dire, politiques, entre guillemets, du même acabit. Mais il y a quand même cet aspect-là, et parce qu'il est tiré d'un bouquin dont il respecte quand même la trame, c'est vraiment... Et le coup près, ça se passe aussi dans le milieu de la papeterie. C'est aussi, simplement, dans le film, sa boîte qui faisait du papier, elle est délocalisée à Pétaouchnok, en Roumanie, ou quelque chose comme ça, et c'est comme ça qu'il se retrouve viré, comme tout le monde, et qu'effectivement, il repère les gens. Non, il y a une fidélité au bouquin, on retrouve effectivement des choses du premier film, mais avec un côté effectivement outré, même dans le jeu, mais le jeu des acteurs coréens n'est pas non plus le jeu auquel on est habitué ici. C'est vrai que personnages, hommes masculins comme féminins d'ailleurs, même dans le ton... Mais c'est super que vous ayez... les limites ressemblent plus aux films américains que des films européens. Oui, bien sûr. C'est vraiment un cinéma qui garde le souvenir du genre, qui est encore calé beaucoup sur des réflexes de genre. Mais oui, ce qui est intéressant chez ce personnage, la façon dont le film Park Chan-wook, il est ridicule, inefficace, inopérant. Parce que il se réfère il est entièrement il se rapporte entièrement à un modèle de réussite. Il est pris dans ce modèle-là et c'est tout le contraste entre l'efficacité revendiquée et la non-efficacité qu'il a sur le terrain de l'action, quoi. Voilà, c'est ça qui est assez drôle. Mais c'est un personnage qui est complètement traversé par des mots d'ordre, qui reprend à son compte le mot d'ordre du racheteur américain, aucun autre choix, quoi, en quelque sorte. Et il est tétanisé par ça. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se mêlent à ça. Le film
montre bien sa nervosité, le genou qui tremble lors de l'entretien d'embauche. C'est une belle scène, l'entretien d'embauche. C'est vraiment plutôt avec le rayon de soleil qui lui tape dessus, tout qui le gêne et qui montre, qui exhibe presque de manière indécente sa nervosité que lui essaie de cacher le plus possible. Voilà, ça dit bien la comédie, le mensonge, le jeu de masque du dispositif de l'entretien d'embauche, quoi. Voilà, ça c'est assez marrant. Elle est vraiment bien vue, cette scène. Il y a plein de trucs dans le film comme ça qui sont quand même pas mal du tout. Et oui, parce que ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un personnage qui est entièrement possédé par un modèle de réussite, un modèle d'attitude. Et il y a même le modèle de son aïeul qui avait fait la guerre du Vietnam avec le pistolet là, voilà, qui reprend chez lui. Ces modèles d'héroïsme, ces modèles de réussite, etc., qui sont totalement écrasants et qui ne lui permettent aucunement d'avoir une quelconque personnalité. Je voulais juste dire un mot là-dessus sur le personnage aussi, c'est je trouve qu'il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est cet apprentissage de l'immoralité, en fait. C'est-à-dire que, et parce qu'au début, il a un petit côté représentant syndical avec ses 3 collègues là, où il répète son discours, etc. Il a des antisèches toujours sur la main. Là, donc voilà, il n'est pas hyper doué, mais il y a un côté scolaire, artisan. Voilà, il ne connaît pas tout cet univers du mensonge, des magouilles, etc. Il n'a pas les codes. Et donc il se fracasse tout de suite, effectivement, sur la surdité en fait, du système. Mais même après, dans le film, je trouve qu'il y a beaucoup de moments comme ça où les personnages ont besoin de monter en grade dans cette pratique de l'immoralité, de l'intégrer en fait dans la vie de tous les jours, etc. Que ce soit sa femme, ses enfants, son gamin qui vole là, des iPhones. En fait, c'est quand même, j'exagère un peu, mais si on est anticapitaliste, conséquent, voilà, la question du vol en fait fait partie de toute cette grande machinerie, on va dire. Bien sûr. Bref, du coup, je trouve que cet aspect-là était assez intéressant, même s'il est, il est un peu noyé peut-être. Oui, c'est vrai. Comme est frappant aussi, je trouve, la dernière image sur la machine sans conducteur qui arrache des arbres toute seule. Bon, c'est assez fort quand même, mine de rien, pour un film dont on pouvait douter comme ça de la teneur politique ou pas. Cette dernière image quand même, je trouve, elle résonne quand même pas mal. Et puis voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais je vous en prie. Mais justement, je trouve que cette image, elle arrive à la fin. Et un peu tard, alors que justement, vu que monsieur a parlé de l'engagement politique, je ne savais pas, de Park Chan-wook, plutôt à gauche, voilà, je ne savais pas. Et vu que tout à l'heure je parlais de Sympathy for Mr. Vengeance, c'est ça que je reprends mes mots de tout à l'heure. C'est pas que le message est simpliste dans ce film, je trouve qu'il est très sage par rapport moi, quand j'ai découvert Sympathy for Mr. Vengeance, je me suis dit, mais à quel point la société sud-coréenne doit être dure pour que là, genre vraiment, pendant tout le film de Sympathy for Mr. Vengeance, je vais pas tout dévoiler si des gens ne l'ont pas vu, mais juste on se dit, mais le système médical là-bas, pour qu'ils en arrivent là, qu'est-ce que ça doit être? Et pendant tout le film, on se pose la question, et pendant tout le film, on se dit, si ce personnage est prêt à en arriver là à cause de sa situation financière et du système médical, et même on se dit, beaucoup de films coréens sont très violents, vraiment. Et à chaque fois, je me dis, mais quelle doit être la société pour que on ait l'impression qu'il y ait vraiment une abondance, une surabondance de films assez violents, en tout cas physiquement, mais aussi du coup sociétalement, tout ça. Et tout ça pour dire que je trouve finalement que même si à la fin, il y a cette image-là, je trouve que dans sa globalité, le film est assez sage par rapport, même s'il m'a... Voilà, plus on prend de l'âge, plus on est facilement choquable, on va dire. Mais oui, moi, Sympathy, je l'ai trouvé. Il y a certaines scènes où j'étais avec des amis, c'était un peu trop pour nous, alors que le message était quand même plus fort, je trouvais. Et puis des images restent en tête. Et là, voilà un peu. Moi, je trouve que c'était un peu plus sage, c'est tout. Et qui critiquait beaucoup plus avant, en tout cas. Du coup, ça s'agit de toute façon, clairement. Ça, c'est le parcours qu'on a décrit tout à l'heure. Ça, c'est. Oui, je suis d'accord. Je voulais un petit peu rebondir, mais il y a une phrase que j'ai retenue qui m'a marquée dans le film, c'est « Ils m'ont exploité pendant 25 ans, ils ont mis moins de 25 minutes à me mettre dehors ». Et là, comme on en parle là depuis tout à l'heure, quand même, le mec, il s'accroche à
le personnage principal s'accroche à un poste dont il parle « on m'a exploité pendant 25 ans ». Donc déjà, lui, il sait qu'il fait partie d'un système quand même qui allait pas. Et je trouvais justement que le film parlait plus des relations familiales, puisqu'en fait, c'est l'occasion de rentrer dans des foyers très dysfonctionnants, puisque tout le monde a des choses à se reprocher. Tout le monde a un passif. Elle, c'est quand même un remariage, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant. Et lui, il a quand même eu des problèmes avec l'alcool au départ. Enfin, moi, c'est plus tout ça qui m'a un petit peu... je me suis plus focalisée sur ça que sur les problèmes d'entreprise, plus les foyers. C'est le drôle de truc du film. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement où il est. Est-ce qu'il nous parle des rapports dans le monde du travail, des entretiens d'embauche, etc., de comment on retrouve un poste quand on a été licencié. Voilà, donc de cette espèce de stigmate du licenciement et de l'impossibilité à se recaser quasiment. Voilà. Est-ce que c'est ça ou est-ce que... Et à un moment, ça dévie sur la famille. Et on se demande, mais alors de quoi il nous parle ? Est-ce que c'est une critique comme ça de la famille qui peut plus répondre à un certain train de vie, en fait, en quelque sorte, et donc ça se délite, ça crée des problèmes, etc. Et le film passe de l'un à l'autre, hein. Moi, je trouve ça assez intéressant, cette oscillation-là, mais c'est difficile de situer son sujet précis, parce que le postulat sur le licenciement, c'est pas exactement ce qu'il poursuit non plus. Donc c'est vrai qu'il est un peu, c'est un peu insaisissable de savoir quel est exactement le sujet, mais c'est bon signe aussi. Ça veut dire qu'il est assez riche, il est rempli de choses et voilà quoi. Oui, il y a aussi un autre truc, c'est que, d'ailleurs dans le livre comme dans l'adaptation qui a été faite après, c'est qu'en fait, il va considérer que, en gros, ceux qu'il doit éliminer, ses ennemis en fait, hein, ils sont en fait des gens comme lui, et on le voit bien, ils se ressemblent. Des gens comme lui, c'est des gens qui sont comme lui, qui se sont retrouvés au chômage, qui ont été aussi exploités, qui sont dans la même merde que lui en fait. Ils se ressemblent d'ailleurs, ils ont la même vie, hein. Il y en a, il a une maison pareil, alors que les vrais ennemis entre guillemets normalement, vers qui ils devraient se tourner, c'est ceux qu'on voit au début en fait, oui. Hein. C'est ceux qui viennent racheter la boîte, c'est les fameux hyper-capitalistes américains ou autres. Je dis pas ça parce qu'ils sont américains, quoique des fois. Voilà. Mais c'est vrai que effectivement, c'est aussi le thème du bouquin comme des deux adaptations, c'est qu'en fait le capitalisme, si on l'appelle comme ça, il retourne les gens contre les autres, et en fait qui ne devraient pas être ennemis normalement, ils devraient tous se retourner contre le même, et en fait ils vont se battre entre eux, se bouffer le nez jusqu'à ce dans la caricature on va dire qu'elle a se tuer, mais en fait vrai, les gens qui l'assassinent en fait on le voit, ils lui ressemblent. Le gars qui bosse dans son magasin de chaussures, qui est plutôt sympathique en fait, avec ses lunettes aussi, qui a sa fille, et le premier c'est aussi un pauvre type qui picole comme lui d'ailleurs. Hein, il s'est mis à boire comme lui. C'est aussi ça, la façon dont ça broie complètement les gens en les amenant à se retourner contre les autres, ce qu'on voit à peu près tout le temps. Hein. Oui. Mais c'est bien pour ça qu'ils se découvrent remplaçables aussi, c'est parce que c'est les mêmes. Voilà. Donc quelque part, il découvre qu'il peut facilement être remplacé parce qu'il y a des profils comme lui et qu'il n'est pas si unique que ça. Et donc c'est aussi, c'est la fin, ils sont tous remplacés par des machines en fait. D'ailleurs, il y a un autre truc intéressant, c'est que pendant qu'il est en train d'essayer d'éliminer ses concurrents, donc des semblables, il s'en rend compte d'ailleurs avant chaque meurtre, il a un petit moment d'émotion pour chacun. Il éprouve un peu de sympathie pour chacun au moment où il s'apprête à les tuer, ce qui n'empêche pas de le faire. Mais pendant ce temps-là, il est lui-même potentiellement remplacé dans son couple même, puisque sa femme, elle a trouvé un travail, et elle se dirige plus ou moins vers le dentiste pour lequel elle travaille, grosso modo. Donc il a le sentiment aussi, dans son foyer, d'être lui-même potentiellement remplaçable aussi, hein, dans le plan amoureux. Mais le film ne pousse pas cette piste jusqu'au bout. Hein, et voilà, il y a la scène du bal, etc., de la danse, mais on ne reverra pas le personnage du dentiste, ça n'ira pas plus loin. Alors que ça aurait pu être aussi un fil à tirer, un truc à creuser dans le jeu de pions, puisque finalement ce personnage sont des pions. Donc, oui, il y a tous ces éléments-là.
Bon, bah, on Ben voilà, s'arrête de là, toute façon, on n'est peut-être. plus beaucoup là. Voilà, on va boire un coup et puis on. Merci beaucoup, Mathieu, et on te Merci, retrouvera merci le à mois vous, prochain. Merci d'être resté jusque là.